9h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 31 mai 2023. Et toutes nos excuses pour ces légers retards. Ouverture hier matin d'un atelier de consultants des organisations de la société civile sur la mise en œuvre effective de la loi fixant les droits et devoirs de l'homme au Niger et la prise en compte d'un mécanisme de protection des défenseurs des droits humains. Les assises dureront 48 heures, nous rapportent Nafissa Touzakou et Nasser Seydou. Organisé par le réseau nigérien des défenseurs des droits humains RNDDH en collaboration avec le service international des droits humains, le présent atelier de consultation des organisations de la société civile vise la mise en œuvre effective de la loi fixant les droits et devoirs de l'homme au Niger et la prise en compte des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur du RNDDH est revenu sur l'objectif de cette rencontre ainsi que les résultats attendus. Il vous souviendra qu'en juin 2022, le Niger a légiféré, c'est-à-dire adopté une loi en faveur des défenseurs des droits de l'homme au Niger. C'est la loi qui fixe les droits et les devoirs des défenseurs des droits de l'homme en République du Niger. Et après une année de mise en œuvre de cette loi et de l'analyse faite par nous-mêmes et nos partenaires, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, la loi manque de mécanismes pour son application. Donc nous avons jugé nécessaire de regrouper les défenseurs de droits humains à travers une consultation nationale afin de recueillir leurs avis et de faire un plaidoyer au niveau des autorités du Niger, au niveau du Parlement, pour la mise en œuvre des mécanismes, parce que pour nous, ce mécanisme va permettre une mise en œuvre efficace de la loi. Le résultat qui sera attendu est effectivement l'analyse de tout ce que nous aurons arrêté ici et qui servira pour nous l'argumentaire que nous allons défendre devant le gouvernement de la République du Niger et le Parlement pour essayer effectivement d'amener l'État du Niger à bien voulu, comme on l'a dit, en harmonie avec ses engagements pris devant la communauté internationale et les autres organes de traité, à bien vouloir prendre des mesures pour qu'il y ait un mécanisme d'application de la loi. Après avoir salué cette initiative du gouvernement du Niger à promouvoir le travail des défenseurs des droits humains, la représentante du service international des droits humains a souligné le but visé à travers cet atelier. Adoption de la loi numéro 2022-27 du 20 juin 2022 fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme réaffirme l'engagement de l'État à renforcer la protection des défenseurs et le rôle joué par les défenseurs des droits humains au Niger. Cette belle initiative du gouvernement du Niger de promouvoir le travail des défenseurs des droits humains est salutaire. Cependant, la mise en œuvre effective par tous les acteurs devrait contribuer à créer un environnement de travail favorable aux défenseurs des droits humains, tout comme la mise en place d'un mécanisme de protection des droits des défenseurs des droits humains au Niger. Le but de cet atelier est donc de vulgariser la loi auprès des défenseurs des droits humains, de permettre aux défenseurs des droits humains de s'approprier de la loi et de pouvoir la mettre en œuvre afin de renforcer leur protection et faciliter la tenue de leurs activités dans un environnement sain. ICHR est ravi de soutenir une telle initiative. Les conclusions de ces assises qui dureront 2 jours seront transmises à l'Assemblée nationale à travers la Commission des affaires générales et institutionnelles CAGI et ceci dès le 1er juin prochain. Le réseau des organisations féminines pour la démocratie et le développement ROFDD a initié ce jour 31 mai une rencontre d'échange avec les femmes de la commune rurale de Karma. L'initiative organisée en marge de la journée nationale de la femme nigérienne célébrée le 13 mai passé et tenue dans les locaux de la mairie de Karma. Boubacar Ibrahim, Sadoudoumi. Prévenir et gérer les conflits liés aux ressources naturelles à travers bien sûr l'implication du genre féminin, c'est l'objectif donné à cette rencontre d'échange destinée aux femmes de la commune rurale de Karma. À l'initiative, les réseaux des organisations féminines pour la démocratie et le développement ROFD en collaboration avec Sahel Human Voice and Governance Activity Shiga.
Je ne doute pas que votre présence à ces échanges est un signe éloquent de l'importance que vous attachez à la participation des femmes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles dans un contexte d'insécurité. La participation de la femme permet aux communautés d'assurer la prééminence de l'intérêt général sur l'intérêt particulier du propriétaire du bien convoité. Le Niger a inscrit l'autonomisation de la femme parmi ses priorités dans son plan de développement économique et social PDES 2022-2026, gage d'un développement harmonieux d'un pays sur le plan socio-économique. Cette rencontre a vu le jour grâce à l'appui financier du programme Chiga, et le choix de la commune rurale de Karma n'est pas un choix de hasard, car dans cette commune, les femmes se battent jour et nuit à pouvoir relever le défi de l'extrême pauvreté chez la femme nigérienne, assurer sa participation, la construction à l'édifice national et la stabilité. Une initiative honorée par le premier adjoint au maire de la commune qui n'a pas manqué d'inviter les participants à plus d'attention. Avec l'organisation de cette activité, c'est toute notre commune qui vient d'être honorée par le choix porté sur elle par les responsables de l'ONG ROC pour la tenue de cet atelier. De façon spécifique, amener les autorités locales à impliquer les femmes dans le processus de prévention et de résolution des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Sensibiliser la population locale sur les enjeux de l'implication des femmes dans les stratégies de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles. C'est pourquoi je demande à tous les participants d'être attentifs afin de tirer le maximum de connaissances à travers les différentes thématiques qui seront débattues au cours de cette journée. En plus des femmes auxquelles l'initiative est destinée, la rencontre a vu la participation des élus locaux, des leaders d'opinion et des organisations de jeunesse. À noter enfin que pour donner un cachet particulier à ces déplacements, la coordinatrice a entrepris une visite sur les sites où les femmes mènent leur activité à l'effet de constater de visu les conditions dans lesquelles elles travaillent. Après 5 ans, sa création, le CAMES a tenu pour la première fois sa réunion du Conseil des ministres du 23 au 25 mai 2023 à Niamey. Une session organisée avec brio à la grande satisfaction des participants qui ont exprimé leur reconnaissance aux autorités nigériennes. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. C'est au Niger que le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a été créé en janvier 1968. Depuis sa création, cette institution n'a jamais tenu une réunion du Conseil des ministres au Niger. Il a fallu 55 années après pour que le Niger puisse avoir enfin le privilège d'organiser une session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, une fois sous l'impulsion du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo PhD. C'est ainsi que du 23 au 27 mai 2023, Niamey a abrité les travaux de la 40e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou. Cette réunion de Niamey est qualifiée de l'une des plus réussies en termes de représentativité et de la qualité organisationnelle. Sur les 19 pays membres du CAMES, 14 ont répondu présents au rendez-vous de Niamey et une douzaine de partenaires venus de l'Afrique et de l'Europe. Un record salué par les organisateurs. En 55 ans d'existence, c'est aussi pour la première fois qu'un Nigérien occupe un poste de responsabilité au sein du CAMES. Il s'agit du professeur Ali Douma, actuellement directeur des programmes chargé du comité consultatif interafricain. Il est élu à ce poste en mai 2022 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Toutes ces performances, tous ces exploits, toutes ces prouesses sont à mettre à l'actif du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo PhD, qui a bénéficié du soutien sans faille du président de la République, Mohamed Bazoum, chef de l'État, et du Premier ministre Oumoudou Mahamadou, chef du gouvernement, tout au long des processus. Aujourd'hui, les résultats sont palpables et visibles. En s'engageant dans cette aventure, le ministre Mamoudou Djibo PhD était optimiste dès le départ.
est convaincu que tout ira bien et le soutien des hautes autorités vient le réconforter et l'encourager à multiplier les offensives. Des offensives qui ont donné des fruits. Après 55 ans, le Niger, à travers son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est très dynamique, assure depuis le 27 mai dernier pour la première fois la présidence du Conseil des ministres du CAMES. Depuis la création du CAMES, le Niger fait partie des pays qui étaient toujours au rendez-vous et qui ont toujours honoré leurs engagements, raison pour laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo, a eu le courage de proposer au président de la République, Mohamed Bazoum, la candidature du Niger d'abord pour le poste du directeur des programmes et puis pour l'organisation de la session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES. Le président Bazoum n'a pas hésité un seul instant et il a donné son feu vert, ce qui a galvanisé le ministre Mamoudou Djibo dans son élan à appuyer sur l'accélérateur et le Niger a atteint son objectif. Tous les participants ont de vive voix exprimé leur sentiment de satisfaction, car selon eux, l'accueil a été très chaleureux, le séjour très agréable et les travaux se sont bien déroulés dans des conditions acceptables. Pour toutes ces raisons, d'ailleurs, le Conseil des ministres du CAMES a formulé une motion de remerciement aux autorités nigériennes, au Comité national d'organisation et particulièrement au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mamoudou Djibo, pour les efforts consentis. Le Conseil des ministres du CAMES remercie M. Mamoudou Djibo, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République du Niger, pour sa constante sollicitude tout au long des travaux. Il associe à ces remerciements le Comité national d'organisation. Mieux, une motion spéciale aussi a été formulée à l'endroit du président de la République Mohamed Bazoum et du premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou pour tous les moyens déployés pour permettre la tenue de cette session au Niger et un séjour excellent aux participants. Exprime sa déférente gratitude et sa haute reconnaissance à son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État. La 40e session ordinaire du CAMES exprime sa déférente gratitude et sa haute reconnaissance à son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre de la République du Niger, chef du gouvernement. Le prochain rendez-vous internigérien, toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce sera en novembre prochain avec l'organisation cette fois-ci du concours d'agrégation du CAMES à Niamey, au Niger. En compagnie de la représentante du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, la caravane de presse Paix et Gouvernance et Cohésion sociale initiée par le projet USAID Sahel Collaboration et Communication SCC a visité les régions où interviennent USAID, notamment la région de Tillabéri. Dans cette région, dans la commune de Kolo et Sakwara, la caravane était à la rencontre des projets de l'USAID. On est ensemble et adalci sur la consolidation de la paix et des zones de conflit au Niger par les jeunes. Hamza Sakou sur les images de Sahel Collaboration et Communication. Le consortium des organisations non gouvernementales Search for Common Ground, Comdev et Berandi appuie le projet On est ensemble dans le département de Kolo, région de Tillabéri, dans la quête de la paix. Ainsi, 30 jeunes leaders sont formés pour être ambassadeurs de la paix à travers l'organisation de diverses activités dans cette zone de conflit multiforme. Afogon kan ejingite kan sirgine da yobon fahama mantikala irkoino nangu kan wobore ga har groupe su bay wobore che kure fora kan ka borjare représenter. Nous menons plusieurs activités pour promouvoir la paix. On peut citer la FADA autour des puits pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la paix. Des réunions avec les autorités, éleveurs et agriculteurs pour créer un climat de paix entre eux. Nous faisons des campagnes de sensibilisation dans les villages pour expliquer aux populations l'importance de vivre ensemble.
mais moda iriyagite c'est bon ferey siyasa zai igon problème bobo donc siyasa bisa mais halka songo jak fo sintra amani kamata kan irbarada. Et cette rencontre est initiée pour la cohésion sociale afin de se débarrasser des mésententes politiques. Au village de Sarkwara, localité située à 9,6 km de la ville de Tillabéri, les dialogues communautaires et les activités d'engagement des femmes de cette commune, fruit de l'intervention du projet Adalki, contribuent efficacement à la résolution des conflits et au respect des droits de la femme. Nous sommes en train d'accompagner les chefs traditionnels. Dès qu'il y a conflit, ils nous appellent. Ensemble, nous essayons de les apporter nos contributions. Parce qu'avant, il y a des chefs même qui tranchaient, qui ne savent pas leurs limites. Mais maintenant, grâce à cette formation de médiation, les chefs traditionnels savent là où ils vont s'arrêter, dans quel conflit ils vont intervenir, dans quel conflit ils ne vont pas intervenir. Avant Adelchi, la femme au niveau rural, nous avons beaucoup de droits qui sont piétinés. Mais maintenant, avec les sensibilisations, avec les restitutions des formations, dès que nous venons, nous transmettons ça au niveau des femmes. Maintenant, on commence à être émancipés. Que ce soit nous, que ce soit nos maris, maintenant, ça va un peu. Un changement ne vient pas tout de suite, quoi, je veux dire. Ça, c'est progressif. Mais quand même, nous avons des résultats vraiment positifs. Je suis très satisfait d'abord, parce que malgré mon handicap, moi, j'ai été choisi par mon structure. Moi, je représente l'ESC au niveau de la médiation. Donc, l'USAID n'ont pas écarté les handicapés. Et ça, là aussi, vraiment, ça me réjouit beaucoup, et bien que d'autres aussi camarades qui soient handicapés aussi. On continue à sensibiliser aussi la population, surtout moi, de mon côté, les handicapés. Je dis vraiment de ne pas laisser les bras croisés et que de se battre pour vraiment revendiquer leurs droits. À travers cette caravane de presse, le projet USAID Sahel Collaboration et Communication entend mesurer l'impact des projets On est ensemble et Adalki dans la consolidation et la promotion de la paix et la cohésion sociale dans cette localité déjà meurtrie par les conflits communautaires. Cérémonie de remise de cadeaux composée de divers lots pour le compte de la promotion Festival des cadeaux aux lauréats fidèles abonnés de Canal Plus Niger. Cette promotion a été lancée depuis le 25 mai et c'est là jusqu'au 30 juin. Les détails de cette cérémonie avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Dans sa politique de rendre le plus possible accessibles ses produits et services et de récompenser ses abonnés du Niger, Canal Plus Niger a lancé une promotion Festival des cadeaux. Ainsi, cette cérémonie est initiée à l'honneur des 17 heureux gagnants pour cette semaine. Cette promotion s'inscrit dans la dynamique de rendre accessibles nos produits et services à la majorité de la population nigérienne et surtout aussi de récompenser la fidélité de nos abonnés. Cette promotion, c'est des lots à gagner, mais c'est également la baisse du prix du kit. Donc le kit simple, il est à 8 500 et le kit complet à 13 000. Et pour tout réabonnement des Access, l'abonné profite de 15 jours à tout Canal+. C'est le festival des cadeaux pour récompenser nos abonnés. Et dans ce festival de cadeaux, il y a plusieurs lots. Vous avez des moutons, vous avez de 1 200 000 les téléviseurs et des abonnements. Le tirage concerne tous nos abonnés sur l'ensemble du territoire. Donc ce n'est pas uniquement Niamey, c'est vraiment l'ensemble du pays. Et effectivement, on a beaucoup plus d'abonnés à Niamey, donc il peut y avoir des chances de voir plus de gagnants sur Niamey, mais ça concerne l'ensemble du pays. Et le tirage est fait en toute transparence, en présence de l'huissier qui est là à nos côtés pour vraiment montrer toute la crédibilité du tirage. Pour leur part, les lauréats de cette promo manifestent vivement la joie qui les anime. Je suis heureux, je ne m'y attendais pas. J'ai reçu un coup de fil hier, on me dit que je suis parmi les heureux gagnants de passer aujourd'hui, donc franchement c'est bien. C'est pour la première fois que je gagne quelque chose au niveau du Canal+. Je crois que je ne fais pas partie des anciens abonnés, mais j'ai près de 10 ans d'abonnement.
je crois que je vais continuer dans la fidélité. Je suis abonné avec 2 numéros, 2 décodeurs. Bon. Je ne sais pas c'est lequel qui a gagné, mais quand même c'est mon nom. Je continue. Cette promotion se poursuivra jusqu'au 30 juin avec divers lots à gagner. Canal Plus vous invite alors à vous réabonner et profiter de ces merveilles. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique dont le numéro d'aujourd'hui traite de comment porter plainte. Un sujet développé par Maître Moustapha Amidou Niébé Mamana. Très bonne réception à vous. Toute personne qui est victime de la commission d'une infraction à la loi pénale peut décider de porter l'affaire devant les autorités d'enquête. La procédure est simple. Si vous êtes victime, vous êtes dans cette situation, vous pouvez saisir l'agent enquêteur ou l'officier de police ou l'officier ou la gendarmerie ou la garde dans des circonstances où vous n'avez pas accès à la police ou à la gendarmerie pour expliquer les faits qui vous amènent à vous sentir victime d'une infraction à la loi pénale. Quand vous vous présenterez devant ces personnes, votre seule obligation, c'est de faire une déclaration pour expliquer ce qui s'est passé. Et très souvent, en fonction de l'infraction qui a été commise, on va souvent vous donner une convocation pour remettre à l'auteur des faits, ou souvent la police ou l'agent enquêteur va essayer de prendre les dispositions pour aller interpeller directement la personne. Je vous donne l'exemple d'une affaire de meurtre. Quand une personne porte ses faits, par exemple un ayant droit de la personne décédée porte plainte devant les autorités de poursuite, les autorités enquêteurs, eh bien, on ne va pas de remettre une convocation pour aller remettre à la personne présumée auteur de ces faits de meurtre. Parce que là, imagine quelqu'un qu'on accuse de tuer quelqu'un, on donne une convocation pour aller lui remettre. Ça risque de créer d'autres situations plus inconfortables. Donc, on convoque la personne ou on fait interpeller la personne. Et là, parce que tu as porté plainte, on a seulement entendu ta version des faits. Donc il revient aussi à l'agent enquêteur d'écouter l'autre partie sur ce qu'on lui reproche. C'est à partir de là, l'agent enquêteur va savoir exactement la conduite à tenir. Il faudra faire la petite nuance entre la personne victime d'une infraction à la loi pénale et la personne qui constate la violation de la loi pénale. Parce que tout citoyen a l'obligation de dénoncer des faits de violation à la loi pénale. Quand vous constatez la commission d'une infraction à la loi pénale, vous n'êtes pas la victime directe, mais vous avez l'obligation de dénoncer cette infraction-là pour que les dispositions soient prises, l'ordre qui peut être troublé soit rétabli. Donc là, vous n'êtes pas directement victime, mais vous vous êtes acquitté d'une de vos obligations principales qui est la dénonciation d'une infraction commise. Eh bien, le déferment intervient bien après, comment on appelle ça, bien après l'enquête. Parce que quand l'agent enquêteur est saisi des faits, je le disais tantôt, il va, s'il estime qu'il y a une violation de la loi pénale, il va instruire à son niveau, enquêter sur le dossier, il va d'abord informer le procureur de la République qui est le directeur de l'enquête. Quand il l'informe, le procureur va lui dire les dispositions à prendre dans une telle situation, la conduite à tenir, et l'enquête sera diligentée. La partie
prétendue victime sera entendue, la partie mise en cause sera entendue, des témoins éventuellement seront entendus, s'il y a lieu, des expertises seront diligentées et après tout, on aura un dossier qui sera déféré devant le procureur de la République. Quand le dossier atterrit devant le procureur de la République, le procureur va prendre connaissance du dossier, bien que très souvent, c'est lui déjà qui a dirigé l'enquête, il a tous les éléments nécessaires avant même l'arrivée du dossier à son cabinet. Il prend connaissance du dossier, il examine le dossier, il entend les parties qui sont déférées, parce que pour rappel, la partie mise en cause peut être gardée à vue au niveau de la police, tout comme on peut mettre le dossier dans le jargon de ce qu'on appelle un renseignement judiciaire. Donc là, la personne n'est pas gardée à vue. Dans le premier scénario où la personne est gardée à vue, donc on fait appel à la prétendue victime et on défère le dossier, y compris la personne gardée à vue et la victime devant le procureur de la République qui va entendre les parties et décider de la suite à donner. Là, quand le procureur examine le dossier, il peut donner ce qu'on appelle, il peut mettre le dossier en flagrant délit. Donc là, il estime que les faits ne souffrent d'aucune contestation, l'évidence y est, il n'y a rien à rechercher, la personne ne peut que être présentée devant un juge pour être fixée sur son sort. C'est ça le flagrant délit. Quand le procureur de la République estime qu'au regard du dossier, il y a d'autres éléments à rechercher, il y a d'autres personnes à entendre, et bien là, le dossier n'est pas en état d'être jugé. Là, il prend un réquisitoire introductif pour envoyer le dossier en instruction. S'il estime que les faits sont là, il n'y a rien à rechercher, mais il pense que les faits ne sont pas tellement graves pour troubler assez l'ordre public, là, il met le dossier dans le jargon de ce qu'on appelle en citation directe. Donc, il laisse la personne en liberté et il cite directement la personne pour comparaître à une date qu'il va lui indiquer devant le tribunal correctionnel. L'autre scénario, c'est quand le procureur estime qu'au regard des faits, au regard de l'enquête qui a été diligentée, il n'y a pas opportunité de poursuivre, et bien là, il peut décider de classer l'affaire sans suite. Ce qu'il faut préciser à ce niveau, c'est que le classement sans suite est une mesure administrative. Le procureur peut estimer qu'à ce stade de l'enquête, il n'y a pas d'élément lui permettant d'engager une procédure pénale, donc il classe le dossier sans suite. Donc ça veut dire qu'il n'a donné aucune suite à la procédure. La procédure va s'arrêter à son niveau. Il va délivrer ce qu'on appelle un avis de classement sans suite à la victime, où il lui sera indiqué les voies de recours contre cet avis de classement sans suite, où la victime, on va lui indiquer même que la victime peut se constituer, peut faire une plainte avec caution de partie civile devant le juge d'instruction, ou saisir même le procureur général, ou souvent il y a des formules de style où on dit même saisir même la ligne verte et tout ça. Mais ce qui est important de dire, c'est que le procureur, quand le déferment va être effectué à son niveau, a de larges éventails devant lui en fonction des faits, en fonction de la gravité et en fonction aussi de l'opportunité. Parce qu'on dit il a l'opportunité de poursuite. Ça veut dire que l'infraction est même constituée, mais le procureur estime qu'en l'état actuel, ce n'est pas opportun de poursuivre. Et là, il classe l'affaire sans suite. Et là, après le déferment, en fonction de s'il y a un réquisitoire introductif, là, c'est le juge d'instruction qui va continuer à faire son instruction. Et au terme de son instruction aussi, en fonction des éléments recueillis, le juge d'instruction va soit renvoyer la personne devant la juridiction pour être jugé, soit prendre une ordonnance de non-lieu. Si c'est devant la juridiction de flagrant délit, eh bien là, la personne sera présentée devant le tribunal de flagrant délit dans un délai très bref. Et la loi dit même, normalement, c'est sur le champ. Quand on te met en flagrant délit, sans désemparer, on doit te présenter devant un juge pour être jugé. Mais malheureusement, en tout cas dans la pratique, ce n'est pas le cas. Dans la pratique, on te dépose d'abord
en mandat de dépôt dans une maison d'arrêt. Après, on va enrôler ton dossier et on va t'appeler pour être jugé. Mais là, l'encadrement aussi que la loi a eu à faire dans cette situation, c'est que la personne qui est poursuivie en flagrant délit doit être jugée dans les 30 jours à compter de la première audience. Après le déferment, c'est la présentation soit devant la juridiction de jugement, soit devant le juge d'instruction qui va continuer le travail. Si c'est en citation directe aussi, là, déjà on t'a donné une date où tu vas comparaître devant la juridiction pour être jugé et être fixé sur ton sort. Et très souvent, c'est ce qui se passe surtout dans les affaires économiques. Parce que l'objet du déclenchement de la procédure pénale pour la victime, c'est d'être dans ses droits. C'est d'être dans ses droits. Et ses droits à lui, en tant que victime, c'est d'être indemnisé. Point barre. Pour ce qui est de la condamnation pénale, là, c'est de la responsabilité du ministère public qui représente la société, qui doit recueillir et veiller à ce qu'il y ait une condamnation pénale. Donc la victime qui a porté plainte pour une infraction commise à la loi pénale, qui doit porter un préjudice, peut de son chef, si la personne mise en cause est dans les dispositions nécessaires pour transiger avec la victime, peut bien le faire. Et si ils ont fait, très souvent, ils font un protocole d'accord ou un acte transactionnel qui sera versé au dossier de la procédure. Ce qu'il faut préciser à ce niveau, c'est que l'accord obtenu entre la victime et la personne mise en cause ne met pas fin à la procédure si la procédure a été engagée. Si la procédure a été engagée, si on a déjà dépassé le stade du déferment, le procureur a donné suite, eh bien, rien ne peut arrêter la procédure. Même le procureur qui a donné suite ne peut pas revenir sur sa procédure. C'est ça la particularité en fait de la procédure pénale. Même le procureur qui donne suite n'a plus la maîtrise de la procédure pénale. Même si on retire la plainte, le dossier doit être présenté devant un juge qui va statuer pour tirer les conséquences. Il y a un retrait de plainte qui est là, d'accord. La victime n'est plus dans la procédure, la victime ne va plus demander des dommages intérêts ou une réparation quelconque d'un préjudice subi. Mais l'action publique qui a été enclenchée par le ministère public reste et demeure. L'instance est là. Maintenant, il revient à la juridiction saisie de souvent prendre ces situations-là en compte. Très souvent, c'est ce qui se fait. Si la victime a retiré sa plainte, donc on va estimer que l'ordre n'est plus troublé. Si la victime a été dédommagée, on va estimer que bon, la personne mise en cause est un peu de bonne foi ou essaye de, tant bien que mal, de collaborer pour essayer de mettre la victime dans ses droits. Donc là, souvent, c'est des éléments qui vont concourir à permettre à ce que des circonstances atténuantes soient reconnues à la personne. Parce que le juge, quand le juge va statuer, le juge va déterminer, au regard si l'infraction est constituée, on arrive en fait après au stade de la peine. L'infraction est constituée, maintenant quelle peine va être infligée à la personne poursuivie. Maintenant, au niveau de la peine, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en considération. On va déterminer les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, la personnalité de la personne poursuivie. Est-ce que c'est un délinquant primaire? Est-ce que c'est une personne qui peut être resocialisée? Est-ce que c'est une personne qui n'a jamais eu de problème avec la justice? Est-ce que c'est une personne qui a déjà, par exemple, réparé le préjudice causé par l'infraction? Tout ça, c'est des éléments qui vont faciliter les circonstances atténuantes pour la personne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la transaction est bien possible, même lorsque la procédure est engagée. Mais cette transaction n'a pas pour effet de mettre fin à la procédure pénale. La seule situation, je dis bien, ou les deux seules situations qui sont possibles, c'est quand c'est une infraction de diffamation. Quand c'est une infraction de diffamation, l'auteur, la personne victime, prétendue victime,
s'entend avec la personne mise en cause, eh bien, s'il y a le retrait de plainte, s'il y a un protocole d'accord, ça met fin à la procédure. Là, le ministère public n'a pas la maîtrise de la procédure. Parce que c'est des procédures, ce qu'on appelle des procédures attitrées, où seule la personne victime peut enclencher la procédure. C'est le cas aussi du délit d'adultère. Pour le cas du délit d'adultère, on dit bien seul l'époux offensé peut enclencher la procédure pénale. Eh bien, si l'époux est offensé s'entend avec l'époux qui l'a offensé, eh bien, là, en cas de retrait de plainte, ça met fin à la procédure. Mais en dehors de ces deux situations, le retrait de plainte, la transaction éventuelle intervenue entre la personne prétendue victime et la personne mise en cause ne peut pas mettre fin à la procédure.